Ok, je pense que c'est bon. Bonsoir à tous. J'espère que vous me retrouvez. Alors, j'avais promis bonsoir, bonjour dépendamment de là où vous me rejoignez, quel temps que vous regardez vraiment la vidéo. On avait été parlé la dernière fois sur le nombre de formation au Cairo. Et aujourd'hui, alors, j'ai décidé de vous faire une vidéo de synthèse pour pouvoir résumer un peu c'est pas Cairo, c'est pas les types et tout le reste qui est à l'intérieur de Cairo. Et également vous présenter l'environnement de développement pour faire vos projets avec SCAD, Cairo, et développer vos smart contracts. Et juste après, je pense qu'il y aura une vidéo qui va suivre pour Scaffold. Je pense que vous avez fait la session avec M. Watson pour Scaffold et développer, donc, créer un smart contract, un projet qui a directement avec StackNet. Ok, donc je disais du coup que Cairo c'est ce langage de programmation a été créé pour écrire des codes cryptographiques vérifiables en utilisant StackNet. Donc vous avez StackNet qui est au niveau du layer de Ethereum. Donc ça a plus de scalabilité pour implémenter n'importe quel. Et ça permet également d'écrire des smart contracts, des programmes capables de pouvoir générer des calculs computationnels, des grandes valeurs appelé Stack. Autrement dit, Cairo permet d'écrire des codes. Tout le monde peut le écrire sans avoir besoin d'eux. Vous avez Cairo, votre projet, votre code, et puis léger, vous avez une visibilité vraiment très quelque chose de super intéressant là-dessus. Donc, la philosophie de Cairo, c'est basé sur votre survie en même temps. Cairo, c'est basé sur, on avait parlé de ça une fois. Et ça fait une gestion sur tout l'animal, la mutabilité des emprunts. Donc, quand on dit quelque chose est mutable, c'est que, voilà, vous assignez la valeur, enfin, la clé spécifique ou bien la clé limite sur l'élément en question et bien sur votre variable. Si quelque chose est de type emprunt, vous assignez arrobase acte sur, enfin, arrobase sur l'élément en question. Et puis, vous avez votre emprunt. Emprunt, en d'autres termes, on va voir tout cela juste en bas, mais en d'autres termes, c'est juste, vous lisez pour bien vous enregistrer, pour bien garder ce principe. Déterministe également, chaque fonction a toujours le même résultat pour les mêmes entrées. Donc, quand vous avez des entrées de type U32, par exemple, ça c'est un type de integer, vous avez U32, ça veut dire que la sortie va être également U32. Vous avez la possibilité de caster ça également, voilà. Et comme on le dit, caster chaque entrée, chaque même entrée, même sortie, c'est que voilà, tout est typé, fonction, variable, tout est typé avec un type précis. Les 832, les faits 252, tout ça, ce sont des exemples de type qui utilisent Cairo, nous allons voir tout cela juste après. Sachez que quand on dit U avec 32 en même temps, bien on dit 32 ou bien des chiffres qui suivent juste après, ce sont juste des bits. U32 bits, 7252 bits. Il y a U16, U8, U4, voilà. Alors, notre environnement et outil que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est Docker. La dernière fois, nous avons mis en place Docker. Vous avez un peu de connaissances sur ce programme. Et voici un peu comment est-ce que la structure de notre projet peut être. Scarb. Scarb, c'est le gestionnaire de projets de dépendance de Cairo, comme Cargo en vrai sur NPM en JavaScript, comme vous le connaissez si bien. Vous avez également Docker qui permet d'avoir le même environnement de développement partout sans conflit d'installation sans trop de soucis, déplaçable et puis en un clic. Premièrement, vous pouvez utiliser Scap New Basecamp, ça dit Scap New pour créer avec le nom du projet, pour créer votre projet. Utilisez Scap pour guider votre projet de votre tout en bas, de haut en bas. Et Scap Test pour pouvoir tester votre projet. Scap pour pouvoir rendre votre projet. On avait vu la liste des trucs là juste la dernière fois, mais aujourd'hui, on fait juste la synthèse, on passe rapidement sur ce qui est l'essentiel. Vous avez également la possibilité de pouvoir créer un répertoire, faire Scap unique pour pouvoir être en mode interactif, utiliser Scaffold ou bien utiliser Cairo Test direct pour pouvoir le faire. Et vous avez Scap Test pour pouvoir tester votre projet si vous utilisez. Donc, vous avez la structure qui est là et vous avez des dossiers qui sont également là. Nous allons voir les dossiers juste en bas en même temps. Alors, étant donné que nous allons utiliser Docker, nous allons tout simplement invoquer un conteneur
et ce conteneur va télécharger une image de StackNet que nous allons utiliser. Donc, il suffit juste d'avoir votre fichier .dev contenant .json, ce que j'ai actuellement ici là, et à l'intérieur, on a mis tout ce qui est là. Vous aurez tout cela dans la description de la vidéo ou bien un lien GitHub directement pour pouvoir voir cette voilà, sur le Zoom. Donc, vous avez tout simplement StackNet Basecamp, c'est-à-dire c'est le nom. L'image, ça provient de chez StackNet Foundation. Et voici la version utilisateur 2. Et vous avez tout simplement une personnalisation ici pour pouvoir dire que nous voulons utiliser les instructions de Cairo et il faut en fait que ça ait les syntaxes et les colorisations nécessaires. Vous voyez un peu. Maintenant, vous avez la meilleure édition tout simplement de latest one, index one, de scap.toml. Toml là, qui est votre package log.json, vous utilisez au niveau de JS au projet, voilà, les projets JSTS, les projets, voilà, où il y a une façon et vous avez ça ici, voilà. Donc, comment est-ce que le fichier StabCommerce fonctionne? C'est un manifeste et ça représente vos packages, ça représente vos dépendances, vous insérez tout ce que vous voulez à l'intérieur, dépendances, package, informations, mots-clés, voilà. Mots-clés, je veux dire, c'est une configuration spécifique pour le Stab. Alors, on explique un petit peu, ici, le package, nous avons nommé Basecamp. La version 11, mais la version par défaut, étant donné qu'on a fait une minute pour pouvoir créer notre projet, ça nous la version 01. Et puis l'édition, pour dire que oui, c'est la dernière édition stable de StackNet que nous sommes en train d'utiliser de juillet 2024. Les dépendances peuvent être ici, si on veut. Pour l'instant, on ne va pas mettre de dépendances que fondamentales, lundi. Donc, on a carrément test que nous avons fait en faisant les stable init qui nous a donné la possibilité de prendre scaffold ou bien de prendre Scartest pour pouvoir écrire une test unitaire et tester rapidement nos fonctions, nos variables, nos codes et avoir les réponses très rapides. Nous avons ajouté cette partie de taille voilà, pour dire init base force pour dire que, OK, on veut désactiver tout ce qui va être égal et tout ce qui va être, comment on appelle, preuve de calcul, tout ce qui va être, parasitique. C'est-à-dire que, étant donné que c'est pour des raisons de cryptographie, quand on fait des opérations arithmétiques ou bien des opérations algorithmiques également, tout ce qui a trait au computationnel, en fait, ça demande à ce que on calcule des valeurs. Parce que quoi? Parce que ça doit faire des opérations de calcul d'abord avant de retourner les résultats. Et puis, tout ça demande des calculs. De notre côté, on est en mode apprentissage test, on ne va pas utiliser Zoodamex. Et voilà un peu comment ça se présente. Euh, euh, ok, on poursuit. Bon, les fichiers importants, c'est scap.ml, on vient de voir configuration. Et dans le dossier SRC, libcairo, on a le fichier principal et c'est le fichier libcairo qui est exécuté à chaque fois qu'on appelle le bus, le droit, le test pour pouvoir faire des opérations en question. Et du coup, quand vous faites une programmation modulaire dans ce cas-là, également, il faudrait en fait définir les fichiers ou bien les fonctions que vous êtes en train de faire là, directement dans le avant que ça ne s'exécute. Les types de base, on va voir rapidement les types de base au niveau de Cairo. On a eu à parler de Felt, tout, tout. Il y a quelques instants, c'est quoi Felt 252? C'est un type fondamental dans Cairo et les autres types sont également basés sur le Felt 252. Un Felt, c'est le feed element et c'est un entier dans un grand champ fini utilisé par la cryptographie. Il ne peut pas être universel. Il est limité à un grand nombre précis de SO 252. C'est pour ça, d'où le nom 252, 252. Et on fait un exemple de dépôt, comme on l'avait fait la dernière fois. On fait les lettres pour permettre de pouvoir définir une variable et qui est de type, deux points de type fait 252 et qui a la valeur 5. Et vous avez également montré comment on peut définir des valeurs
sans toutefois définir du lait à deux points, fait 252 et bien autres. Vous pouvez définir directement vos variables. Donc, tout en Cairo tourne autour de fait 252, même les autres types euh, basés sur un fait 252. Merci, monsieur. Euh, Bien, on a les entiers. Je vous avais parlé des entiers il y a quelques instants du U2, U32, U64, U128, U16, U8. Voilà. Voici donc les entiers qui sont là. Et Cairo supporte plusieurs tailles d'entiers non signés comme signés. On a les U32 en Sanian int, integer, integer, 32 bytes. Et voici la manière dont on définit. Je vous avais montré ça également la dernière fois qu'on peut définir sur plusieurs. Et ces types sont utiles quand on veut travailler avec des valeurs précises ou économiser de la mémoire. Donc, rapidement, on a besoin de la valeur 10, par exemple. On définit tout simplement U16 et on met 10 à l'intérieur parce que voilà, 16 bits, 10 est contenu dans 16 bits. Les conversions, en gros, les castings. Donc, on peut en fait caster les valeurs de FEV 252 vers U128, U104, voilà, U32. Donc, et c'est quelle la syntaxe qui nous permet, en fait, les mots-clés qui permettent de faire ça, c'est le try into. Donc, la fonction try into permet de pouvoir caster ça. Et il faudra caster. Donc, on prend l'exemple de FEV 252X qui est à la valeur 25 et on va le passer directement en U32 en faisant le X dot try into en wrap. Donc, quand on dit qu'on veut caster quelque chose, on le casse avec la fonction try into et on dit on wrap tout simplement sur ça pour permettre de pouvoir avoir un résultat, je dirais, bon voilà. En gros, le résultat, c'est la conversion peut échouer ou pas. Ça dépend. Donc, la conversion peut échouer, par exemple, si la valeur dépasse la limite du type. Exactement. Si on prend, par exemple, fait 252, U32, si on n'arrive pas à convertir le X là en U32, si ça dépasse, ça va échouer cette conversion. C'est pourquoi ça retient un résultat. Un résultat, on a result and option. Résultat et option au niveau du Cairo, ce sont également des types qui permettent tout simplement, un résultat permet de renvoyer un succès ou bien une erreur. Alors, les fonctions en Cairo, comment on définit les fonctions? La dernière fois, on a défini une fonction de test, vous avez vu qu'on appelle pièce config test. Et puis, juste en bas, on a défini le module test. Je dis que ça, c'est le module test. Et c'est ça qu'on importe en fait dans lui. Si on fait la convention module de et juste en bas, on met la fonction avec le mot-clé fn et on met le nom de la fonction parenthèse pour pouvoir recevoir les variables ou les arguments s'il faut ou non. Et puis, le valeur de retour. La valeur de retour. Et la valeur de retour qui est juste là également. Donc, tout ce qui est entré est égal au sorti, même entrée même sortie. Et la fonction ajouter qui nous permet de pouvoir faire A plus B. Du coup, on appelle cette fonction add là, quelque part dans une fonction ou bien dans une grande fonction. Et on ajoute les valeurs, les arguments qui créent cela. Alors, une fonction en carré ne fait rien d'implicite. Chaque entrée et sortie est clairement typée. Cela rend le code plus sûr et plus prévisible. On sait ce que ça retrouve, on sait ce que ça fait, on sait exactement tout sur la fonction. Et comme ça, dans le futur, on ne sera pas obligé en fait de venir casser comme faire certains produits PS où on est obligé de pouvoir dire que oui, c'est à retenir du JSON, ou bien après c'est pour dire que non, il faudra retenir de l'objet. Après c'est pour dire non, cette fonction-là, normalement, on devrait en fait retourner tel type de valeur
ou bien tel objet spécifique. Vous voyez un peu dans ce sens. Les structures de contrôle, il en existe pratiquement comme les formes, euh, les if-else, les while, tout existe encore au niveau de Cairo. C'est un langage de programmation à part entière comme Cobblers, JS, Python, PS, Java, voilà, Go, voilà. Donc, les conditions, les structures de contrôle, tout y est également, tout y est, tout y est, tout y est. Un exemple de if-else qui existe là. On vérifie si le modulo de is, modulo 2 de is est égal à 0, on renvoie un truc, la valeur du résultat. Dans le cas contraire, on renvoie false. Et vous voyez le type de retour est toujours égal à booléen, parce qu'on sait que ça va retenir booléen. Maintenant, on a du U32 qui est ici parce qu'on veut en fait vérifier les attitudes de ce que on veut récupérer. Donc, soit on prend du bout, soit on prend euh, un entier. Et vous savez avec moi, vous savez que bientôt, un entier peut être converti directement en booléen si possible. Les structures de données. En Cairo, on a également les structures de données qui nous permettent en fait de regrouper plusieurs valeurs ensemble. Donc, on peut définir les structures de données personnes et on associe les valeurs à personnes, les attributs de personnes, nom, âge. Voilà, on donne les types directement. On a également les énumérations qu'on peut utiliser dans Cairo et du coup, on peut pouvoir représenter plusieurs états, plusieurs états possibles. Voilà, les Italiens, on a ici, sur la formation, que ça se présente. Plusieurs états au niveau de notre code ou bien de notre programme. Et j'avais parlé de options et résultats également. Hein, options et résultats également. Et voici donc les options et résultats qu'on a fait ça se présente. Nous avons option utilisée quand une valeur ne peut ne pas exister tout simplement. Et on dit, OK, un exemple tout simplement ici, fonction trouve pair, on définit x en x32 qui va retenir de l'option x32 également. If x modulo 2 est égal à 2, option retourne la somme de x. Dans le cas contraire, retourne rien du tout. Non. Donc, c'est un peu ça. Si la valeur existe, alors on renvoie tout simplement la somme. Enfin, on renvoie x. X. Dans le cas contraire, on ne renvoie rien du tout. Maintenant, au niveau de résultat, pour faire tout ce qui est comparaison de vrai ou faux, enfin, si je dis vrai ou faux, c'est que oui, ça a marché, non, ça n'a pas marché. C'est un peu ça. On l'utilise également dans les tests unitaires, ce qui est super intéressant. Donc, result, et c'est sous forme d'interface utilisée quand une fonction peut réussir ou échouer. Donc, si on dit fonction divisée, on a A, U32, B, U32, et le résultat doit donner du U32 et du fait 252. C'est du result que ça renvoie. Du coup, on vérifie si B est égal à 0. Dans le cas, il faudra faire tout simplement un result erreur division par 0. Et la division, vous savez très bien que la division par 0 n'est pas possible. Et également, en programmation, on ne peut pas dans tout ce qui est option de calcul. Donc, on renvoie une erreur spécifique pour dire que ça échoue. Mais au cas contraire, voilà, ça marche. Donc, ça permet tout simplement de faire certaines vérifications et dans Rust, on ne tolère pas certaines, euh, euh, la moindre performance. On exige toujours la performance, on exige toujours que le code soit robuste, performant et efficient. Donc, c'est un peu ça. Le réseau est fondamental dans la théorie du cargo et il oblige à penser à ce qui peut mal se passer avant de se conclure et du coup, j'ai beaucoup sur ce que tu es en train de faire. On a parlé de mutabilité
et mutant. Donc, mutabilité, par défaut, les variables sont immuables, non modifiables. Il faut ajouter mute pour les changer. Donc, quand tu mets mute, ça veut dire que tu peux muter la variable. C'est un peu ça. Et si on dit increment, par exemple, comme fonction, on met plus x plus 32. On dit que x est égal à x plus 1. Si on ne met pas mute sur x, on ne pourra pas le modifier tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Et snapshot dont je parlais, pour lire une variable sans en perdre la valeur. Donc, on récupère snapshot, on lit ça, ou on sauvegarde ça directement quelque part. On lit, on regarde, ou on lit pas. Voilà, c'est un peu ainsi que on dit que une fonction de nom multiplie A plus grand B, let hold at A, on fait snapshot, une lecture directe sur la variable, sans en perdre ça, et on vient maintenant dire que A est égal à A plus 1. Et là, on fait une modification. Mais le autre est toujours là, qui est toujours là à sa valeur spécifique. Enfin, et quand même, ça, c'est une fonction. Si par exemple, on appelle la fonction de nous, on aura la valeur, on fera un plus simplement sur ça. Les références. Il y a également les types références. Elles permettent tout simplement de passer une variable sans la copier. C'est-à-dire faire des mentions. Donc, on fait du afficher at U32, fameux nom, fameux signature que la qu'on utilise toujours. Et on utilise ln x tout simplement. Et puis, on a notre valeur qui est affichée sans toutefois être copiée, sans toutefois être modifiée. Voilà. Un trait définit tout simplement un comportement commun entre plusieurs types. Et si on veut parler de traits, on donnera tout simplement l'exemple euh, enfin, comportement commun entre plusieurs types. En gros, on a du U32, U32, quels sont les comportements communs entre U32 et U32. Donc, c'est comme une interface tout simplement en Java ou un contrat. Tout type qui implémente une table doit savoir s'implémenter. Et quand on a, c'est le polymorphisme ou bien tout de ce genre-là, je pense bien. Et ça peut s'appeler tout simplement. Donc, ça, c'est une fonction qui est commune à toutes, ou bien à toutes les filles ou fils. Et quand on appelle ça, veut dire que cette fonction peut également implémenter print, enfin, printable, si on prend l'exemple de printable. Les arrêts, ici, on parle pas trop de tableau ou bien on parle pas trop de string, de trucs là, mais plutôt de arrêts. Et ces arrêts-là, ce sont des tableaux qu'on sort des valeurs de liste voilà. C'est comme Python de liste. Ici, on parle plutôt de arrêts. Très utilisé dans les contrastes, on est pour manipuler tout ce qui est données dynamiques, des adresses, montant, transactions, échanges, et voilà, les appels avec tout ce qui est API. API, c'est comme une API en mode de les API sont des API. Et les contraintes, ce sont tout simplement en cas où assure la cohérence du code et des codes. Elles empêchent tout simplement les comportements non déterminants ou les erreurs de logique. Par exemple, tu ne peux pas modifier une valeur immuable copier des données dans ta retenir une référence vers une valeur déjà décrite. Ah, tu décris une variable ou bien une valeur que tu as déjà modifiée aussi. Retourner une référence vers cette variable-là n'est pas possible. Copier tout simplement des données non copiables, des données qui sont à ne pas copier, c'est impossible également. Donc, ce sont des contenus qui existent pour empêcher en fait, de faire des pouvoirs personnes dans l'organisation. Et dans dans tout ce qui est la blockchain, dans les blocs, les transactions et tout, les données ne doivent pas être modifiées à terme. Donc, quand vous allez faire une API au niveau du Web3, essentiellement, c'est des API pas arriver en base, mais c'est consommable de façon comme ça.
vous aurez tout simplement fait des créations et des lectures normalement du create and read. Au lieu d'avoir du create, read, update and delete. Donc, c'est un peu ça. Mais les variables dans votre code d'utilisation peuvent tout simplement être non utilisables dans cette thème. Donc, je pense que c'est un peu ça. Nous avons vu un tout petit peu tout ce qu'il y a ici. Et feld, fonction, option, result, init, spot, mutable, snapshot, thread, array. Et voilà un peu la fin de notre synthèse que vous avez vue. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à lire les vidéos précédentes, les synthèses, les vidéos suivantes, et puis je vais vous trouver sur ma compte. Donc, merci bien et à la prochaine pour, je pense que ce sera samedi prochain avec voici le gouvernement pour la création de smart contracts avec Scaffold et tout. Et mercredi avec monsieur Parcours, animateur pour la suite. Ok, bye.